merci beaucoup. J'ai encore rien dit. Alors ben, merci d'être si nombreux, parce qu'en fait, on se voit là, oui. En fait, j'ai horreur de la solitude. Alors comme ça, je suis. Et merci à monsieur le maire, même s'il est là ou s'il n'est pas là, mais parce que c'est impressionnant de voir ce qui se passe ici. Et votre appétit de rencontrer les uns et les autres. Et moi, j'ai passé un moment merveilleux hier avec, entre autres, avec Daniel Cordier. C'était absolument bouleversant, qui racontait son histoire. Et ce qui était très beau, c'est qu'il racontait la grande histoire, évidemment. Il racontait aussi un peu la petite histoire, son histoire un peu de famille, mais avec beaucoup de pudeur. Et on devinait aussi dans ces silences des lignes de force, des rendez-vous qui lui avaient permis de changer de vie, d'écrire sa vie, de la construire, et de façon très forte, parce que je m'étonnais avec lui ce matin du fait qu'ayant été élevé dans une famille tout à fait à droite, avec l'Action française et une famille antisémite, et comment, quelques secondes, au fond, sa vie avait basculé à la vue d'un père et d'un enfant juif qui portait un carton où il y avait marqué « juif ». Je dis, c'est quand même extraordinaire qu'il y a eu toute cette construction, et au fond, vous auriez pu dire, on leur met des pancartes, vous auriez pu dire avec l'éducation qui était la vôtre, ben, au fond, c'est normal. Et en fait, vous avez basculé. Il me dit, oui, j'ai basculé. Et j'ai eu envie de les embrasser, je ne l'ai pas fait, mais j'ai tout arrêté. C'est-à-dire que j'avais un rendez-vous pour déjeuner, et il s'est arrêté, et comme si il avait conscience, et il fallait qu'il prenne ce temps pour digérer, pour ce qui se passait dans sa vie. En fait, il était à un tournant. Et c'est ce qu'on se disait, c'est qu'en fait, la vie, ça ne se construit pas de façon simple. Moi, je le pense, ça se construit avec des rencontres. Parce qu'on peut naître dans un cadre où les cartes sont un peu brouillées. Et moi, c'était mon cas. Moi, je suis né dans une famille assez curieuse, probablement de la bourgeoisie catholique, pas fortunée d'ailleurs, mais dans ces valeurs-là. Et j'avais un grand-père à qui on disait « Mon petit Paul, ne travaille surtout pas, ça te fatiguera ». Alors, vous direz qu'il était mal élevé. Mais déjà, là, c'était compliqué. Parce que, imaginez-vous, on lui disait ça parce que sa mère était décédée à l'âge de 20 ans, parce que de la tuberculose. Et son père, lui, à la suite de ce deuil, était rentré dans les ordres et était devenu chanoine. Et c'est à cause de ça que mon grand-père, dans le métro, quand il se faisait gronder par son père, lui disait « Arrête ou je t'appelle papa ». Et là, la famille a commencé à partir de travers, parce que dans ma famille, il y a des prêtres, des oncles. Moi, j'ai servi la messe. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai servi la messe, parce que non seulement c'était le dimanche, mais ils en rajoutaient pendant la semaine. Et donc, c'était un univers comme ça, assez triste. Les distractions n'étaient pas extraordinaires. Dans ma famille, on disait, si tu es sage, le dimanche, on t'emmènera voir manger des glaces. Alors. Ou alors on nous envoyait au jardin d'acclimatation et on nous donnait de quoi payer l'entrée, mais on ne pouvait rien faire pour s'amuser. On n'avait plus rien. Donc on regardait les autres s'amuser. Et donc tout ça était assez curieux. Moi, mon père, j'ai connu mon père, quand il avait 35 ans, il portait encore assez souvent une culotte de scout. Et il animait
un groupe de scouts à Notre-Dame-des-Champs, c'est pas la famille, mais et il faisait des petits spectacles où il imitait l'aumônier, enfin des petites choses comme ça. Et les autres distractions, c'était pas extraordinaire. Je me souviens d'une à la salle Pleyel où c'était une fête de Noël de la Thomson où travaillait mon père et on avait gagné à la salle Pleyel un fer à repasser. Et tout ça était d'un ennui terrible. Et moi, je ne savais pas où me retrouver. J'étais mis à l'école Bossuet, qui est une école qui est un internat de lycéens catholiques près du Luxembourg. Et c'est une école qui a dû battre, sans qu'on le sache, les championnats du monde de la pédophilie. Parce qu'ils sont à peu près tous morts de mauvaises maladies. Et donc, c'était compliqué. Et moi, quand j'ai rencontré le lycée, au fond, les lycées Montaigne et Louis-le-Grand, pour moi, j'ai eu l'impression de rencontrer un autre monde avec des gens qui n'étaient pas que des enfants de bourgeois avec un peu d'argent. Et c'était... Voilà. Mais ça ne m'empêchait pas de m'ennuyer profondément. Et là, il fallait trouver des échappatoires pour sortir de cette solitude, en fait, et de cet ennui et au fond de cette colère après moi-même, au fond d'être aveugle, de ne pas voir le chemin, de ne pas savoir comment s'en sortir. Alors les échappatoires, c'était les débuts de la haute fidélité. Alors on pouvait aller se réfugier dans des boutiques pour écouter les dernières platines et cette technique-là. C'était des rallyes. Vous ne savez peut-être pas ce que ce sont que des rallyes, mais j'étais invité dans des soirées mondaines. Alors je mettais l'habit de mon grand-père et tout ça, et puis j'allais dans ces soirées hyper chic où on était encore plus seul, mais au moins il y avait du théâtre. Et puis c'était aussi un peu le théâtre, parce que j'avais un oncle, Hubert Deschamps, qui a joué beaucoup de second rôles au théâtre et au cinéma, et qui a été un acteur un personnage tout à fait fantaisiste, et que j'allais voir au théâtre jouer, entre autres avec Jacqueline Maillan, avec Henri Virlogeux, avec ces acteurs, avec Dufilot, avec ces acteurs absolument passionnants, et qui avaient la vertu d'être des personnages, c'est-à-dire par différence à ce que peut être un comédien. Vous savez, on dit ça des artistes qui peuvent s'adapter à tous les rôles. Eux, à l'inverse, on pourrait dire, comme on dit, c'est une nature, celui-là. C'est une nature, et les copains, c'était Marielle, Rochefort, j'en passe, et des meilleurs. Et puis, donc, il y avait ce refuge-là, dans ce théâtre, au théâtre Saint-Georges. Et puis, il y avait les fantômes de la famille, parce qu'on me parlait tout le temps de personnages qui avaient travaillé avec Clémenceau, d'un peintre Révoil dont on trouve quelques peintures ici même à Pau. Il y avait de grands aïeux comme ça, des gens importants, mais qui n'étaient pas là et dont on parlait tout le temps. Alors j'étais perdu entre ces fantômes, au fond, ce petit refuge au théâtre, les chaîneaux de fidélité, la petite chambre où je m'enfermais pour écouter de la musique, et puis ces rallyes qui étaient complètement artificiels. Et j'ai dit, il va falloir trouver son âme dans tout ça et son chemin. Et puis il y avait ces longues heures qu'on passait enfant à la campagne, où les vacances étaient très 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 longues, et il y avait, voilà, on rencontrait des gens, les fermes, les gens qui parlaient un patois qu'on ne comprenait pas dans le Morvan et même dans Lyon aussi, et les journées étaient infiniment longues, et on se réfugiait, voilà, dans des courses de vélo, des choses comme ça. On ne savait rien, on ne savait pas quoi faire. Et au fond, ce que je sentais, moi, c'était l'appétit. Et je me suis précipité
sur ces refuges, sur le sport aussi. J'avais envie d'être champion du monde jusqu'au jour où il y a un entraîneur qui a dit à mon père en me montrant, lui, il ne sera pas champion du monde. Là, j'ai arrêté immédiatement. Et puis voilà, j'entendais mes camarades marcher avec moi le long des grilles du Luxembourg et dire qu'eux, ils seraient ou avocats ou politiciens ou que sais-je, ou ils feraient polytechnique, je ne sais pas. Et moi, je ne me sentais pas du tout de cette histoire-là. Je ne sais pas pourquoi. Et je me souviens très bien de l'endroit précis où, devant ce qui est actuellement le musée du Luxembourg, j'ai décidé que je ferais du théâtre, en fait. Comme ça. Et puis, à Louis-le-Grand, j'ai vu un jour dans la cour du lycée, groupe théâtral, inscription, et j'ai poussé la porte. Et derrière cette porte, il y avait Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent qui m'ont fait passer une sorte d'audition, qui m'ont donné, à dire, je crois, un mascari sur la scène. Et je les ai entendus se mettre à rire énormément et à me dire « Oh, on dirait Hubert ». Et je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Parce que je n'imaginais pas qu'ils connaissaient mon oncle Hubert Deschamps. Je ne comprenais rien. Toi. Et puis, ils m'ont laissé rentrer, ils m'ont pris dans leur groupe. Et là, je me souviens, Chéreau a monté en création mondiale, comme il disait, l'intervention de Victor Hugo au lycée Louis-le-Grand. Et moi, je ne faisais rien, je portais un tabouret entre l'acte 1 et l'acte 2 devant la scène. Et puis je ressortais. Et puis, je me souviens très bien que ça a fait rire les gens. J'avais le trac aussi avant de faire ça. J'ai posé ce tabouret. Et puis après, dans la deuxième pièce, j'avais 3 répliques, mais c'était 3 fois la même. C'était « Où est Sergent ?» Et je me suis rendu compte que c'était en fait un bonheur absolu d'être là, parce que c'était des tout petits premiers pas, mais je m'échappais complètement de l'univers familial où je m'ennuyais ferme. Et tout d'un coup, c'était comme un bonheur. Et puis, ces spectacles ont eu un peu de succès avec Chéreau. On est parti en tournée en Allemagne. On a eu le prix du festival mondial du théâtre universitaire. On a fait des choses comme ça. Et là, moi, j'ai découvert la liberté incroyable, le bonheur de rencontrer tout ce monde. Et puis, en même temps, j'avais Jacqueline Maillan, Hubert Deschamps. Et puis, j'avais eu une chance, une révélation. Petit, on m'avait emmené à la Comédie Française et j'avais assisté à une représentation du Bourgeois gentilhomme avec Louis Seigné. Et le son des rires dans la salle, de cette fête que c'était, pour moi, c'est resté quelque chose d'absolument inoubliable. Ce qui a fait qu'après, j'ai poursuivi ce spectacle partout où il passait. Et après, quand j'ai été élève comédien au centre de la rue Blanche, qu'on appelait, ça s'appelle l'ENSAT maintenant et ça se trouve à Lyon. Mais je me suis débrouillé pour tenir une porte dans le Bourgeois gentilhomme à la Comédie Française et pour gagner un peu ma vie aussi. Et puis, voilà, j'étais fasciné à la fois par ces acteurs assez classiques et puis aussi par l'aventure de gens comme Chéreau et tout ça. C'est-à-dire qu'on pouvait, au fond, inventer quelque chose. Et ça, c'était très, très, très important. Et puis, il s'est passé 68, et là, j'ai eu l'idée, en fait, de faire changer le système de la rue Blanche, même si je n'étais qu'un élève. C'est-à-dire de faire cesser le fait qu'on n'ait que des classes avec des professeurs qui, quelquefois, n'avaient pas, avec tout le respect que j'ai pour eux, n'avaient pas toujours grand talent et étaient un peu que professeurs. Et au fond, moi, l'idée que j'avais, c'était qu'on joue des spectacles et de faire venir des gens dont j'avais entendu parler, les Pitoef, parce que la famille Pitoef fréquentait la mienne. Je voulais que Sacha Pitoef et Grenier, d'une troupe de comédiens qui a été très très célèbre, c'était les Grenier-Husneau. C'est
les Grenier-Huisneau, qui ont formé Belmondo, Marielle, Rochefort, Virlejeu, Hubert Deschamps, Rosy Vart et compagnie. Hein. Et au fond, qu'il y avait une autre façon d'aborder les acteurs en partant de leur personnalité, c'est-à-dire de ce qui faisait leur caractère. Pour moi, c'est une chose très importante parce que au conservatoire, à mon époque, souvent on disait aux gens « Ah oui, mais là, ça serait bien. Attention, parce que là, vous allez jouer Marivaux, il faudrait pas qu'il y ait votre accent. Il faudrait faire disparaître les accents. Il faudrait avoir une démarche plus élégante, comme ça. Parce que, comme s'il fallait bien se tenir pour se conformer à ce qu'on appelait un emploi. Alors que des gens comme Grenier ou Pitoëff, ils avaient la patience, au fond, d'observer, de recevoir, d'être comme des éponges en face d'un acteur, de le regarder d'abord comme une personne, et avec tout ce qu'il apporte spontanément, c'est-à-dire peut-être une démarche imitée de sa grand-mère, une façon de se tenir, une lenteur pour se retourner, des yeux dans le vague, une façon de les fermer tout le temps, que sais-je, une façon de bouger. Et c'est ça qui fait la richesse de quelqu'un. Et cette richesse-là, que certains appellent des défauts, on n'est pas du tout obligé de les casser. Mais au contraire, on peut inviter les acteurs à les cultiver. C'est ça qui fait, dans mon esprit, la différence entre les acteurs de caractère et les comédiens tout court, qui sont comme des gymnastes, soi-disant prêts à s'adapter à tout. Parce que la maladresse, elle a une vertu extraordinaire. Elle nous raconte des choses. C'est comme les silences, comme les temps qu'on peut prendre. Quelquefois, ces temps-là, ils nous racontent le monde, ils nous racontent une vision du monde. Et cette vision du monde, il faut apprendre quand on est metteur en scène, à la laisser s'épanouir, pour moi. C'est très important. Et pour continuer sur ce fil-là, moi, j'avais, avec ce grand temps passé à la campagne, en écoutant ces gens des fermes et d'autres dire des choses que je ne comprenais pas, ou ne rien dire pendant des heures, j'ai appris quelque chose, et j'ai appris un passage du temps, et j'ai rêvé à un moment donné, j'ai rêvé de dire que finalement, de donner la parole, de faire de ces gens peu reconnus les héros de la scène, des premiers rôles, au fond, des gens déshérités, des paumés, des gens qui arrivent là par hasard, et au fond, de les célébrer, de montrer leur beauté et leur grandeur, même s'ils sont maladroits, même s'ils ne connaissent pas les convenances, même s'ils ne se tenaient pas comme Georges Descrières à la Comédie Française, même s'ils manquaient de panache, même s'ils étaient en état d'errance, et de les faire saluer par le public. Au fond, j'ai réalisé un peu, j'ai eu la chance de réaliser un peu ça. Par exemple, quand j'ai rencontré Yolande Moreau, j'avais fait une sorte de, je ne sais pas, des auditions, c'est des rencontres avec des gens comme ça. Et je suis arrivé, Yolande, et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez traverser la Seine comme ça? Alors, elle avait une démarche. Je disais, c'est extraordinaire parce que je vous regarde, là, vous avez fait 6 pas. Eh bien, j'ai l'impression que vous m'avez raconté que vous avez été
abandonné par tous les hommes qui vous ont aimé et que vous avez fait 40 km à pied pour venir sous la pluie. Et c'est magnifique de raconter ça comme ça avec si peu de moyens. Et au fond, c'est de l'or, ça. Cette capacité à nous raconter tout cet univers. Il y a d'autres comédiens, quand je les faisais travailler comme ça, je leur disais, entrez, ouais, asseyez-vous, regardez par là. Et des fois, je disais, formidable. Alors là, qu'est-ce que... Et les types me disaient, mais j'ai rien fait. Ben, je dis, si, vous êtes quelqu'un, vous rentrez, il y a ce rythme, la façon de vous asseoir. On se demande, on est là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire? Qui sait? Et au fond, c'est en apprenant à regarder, à observer, à recevoir les émotions, ce que vous laissent échapper les gens, aussi les interrogations qu'ils vous laissent. C'est-à-dire un type qui passe au coin de la rue, puis on se dit, tiens, lui, avec son attaché-caisse, il a l'air de travailler à la BNP, d'avoir 3 enfants et de revenir des sports d'hiver. Peut-être on se trompe, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous y fait penser. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est Jacques Tati, qui est venu voir un spectacle et qui m'a confirmé cette intuition un peu que j'avais. C'est-à-dire que Tati, c'était presque un combat pour lui. Il était militant, il était très ambitieux en fait, Tati. Tati, il avait pas seulement l'ambition de faire des films et tout ça, mais il avait l'ambition d'apprendre aux spectateurs à regarder, à observer, à écouter. Parce que comme je disais, des fois, les histoires d'amour, des fois ça va pas très bien, le travail non plus. C'est pas mal de savoir un peu s'asseoir dans un coin et s'amuser de ce qui se passe et de regarder. Et alors donc il me voit à la fin du spectacle, il me fait un compliment, il me dit si mon ami Keaton était là, on se serait mis au travail immédiatement. Je dis bon. Je lui dis donc vous avez rencontré Keaton? Alors, il me dit oui, on a passé 3 semaines à New York ensemble. Ah bon? Je dis mais c'est extraordinaire, vous avez dû échanger sur tous vos films, l'univers, tout ça. Il me dit pas du tout. On se voyait 3 heures tous les après-midi, il y avait une chaise qui était là, et on a passé notre temps à se demander qu'est-ce qu'on ferait avec la chaise en la retournant pour voir si on pouvait faire un gag. Et puis c'est tout. Et je trouve absolument admirable cette humilité, cette discrétion. Et puis il y a la technique, cette obsession de Tati de dire il faut toujours se demander comment on peut suggérer davantage, comment on peut stimuler le spectateur, son imagination, le surprendre avec moins de moyens. Comment on peut en dire plus en faisant moins tout le temps. Et là-dessus, il est absolument admirable dans ses films parce qu'il y a une économie de tout, de l'image. Il s'amuse à déclencher un événement en bas à droite de l'image dans Playtime pour qu'on soit surpris, pour qu'on se donne du coude dans la salle en disant « T'as vu là à droite ce qui se passe ?» Et donc on apprenne comme ça à observer. Et puis il s'amuse aussi avec les sons, à nous surprendre, à faire qu'un son qui devrait être tout près est mis tout au fond. Et pour attirer notre attention sur quelque chose qui se passe loin, tout d'un coup, non seulement il met le son au premier plan, mais même il le tord, il le change. Ce n'est pas forcément un son qui est exact, mais c'est un son qui fait penser. Par exemple, les sons des balles de tennis dans la partie de tennis, ce ne sont pas du tout c'est pas le son juste. Et Tati, il venait, au fond, du spectacle vivant, il venait du music-hall, Tati. Alors, il avait un numéro qui s'appelait Impression sportive. Ce numéro, il l'avait fait en faisant l'imbécile. Et
Et il avait beaucoup de succès. Il faisait le tennis, la canne à pêche, le gardien de but, le cheval, le cavalier aussi. Et il avait des accessoires, le boxeur. Il avait un bout de ring pour le boxeur, une casquette, un costume pour le tennis et tout ça. Et il faisait ça à l'Empire, place Clichy, qui était une immense salle. Peut-être que quelques-uns s'en souviennent. Une salle énorme. Et il remplissait la salle. Et puis il y avait d'autres numéros. Et il y a un coach américain qui le voit un dimanche après-midi qui lui dit « Vous devriez faire la même chose avec rien ». Et ça a été une révélation pour Tati. Et du jour au lendemain, il a fait son numéro, qui était un des numéros le plus demandés dans le monde, hein, qui jouait à Copenhague devant 3000 personnes, avec rien. Et donc parce que tout était suggéré, comme ça. Et donc il a fait des paris comme ça, Tati. Enfin, d'abord, je vais vous raconter l'histoire du cheval parce qu'elle est magnifique. Parce que l'histoire du cheval, son numéro de cheval, de cavalier, il a été repris par Jean-Louis Barrault. Et moi, je l'ai vu. Et Jean-Louis Barrault, il faisait un petit laïus avant. Il disait, le corps est très important pour le comédien et le mime est essentiel. Et je vais vous montrer comment on peut faire le cavalier. Alors, il le faisait. Il disait, bon, dites donc, lui, Barrault, il fait bien le cavalier. Il a appris à faire le cavalier. Qu'est-ce qu'il est bon pour faire le cavalier? Bon. Et Tati, lui, il faisait un pauvre type qui essayait de nous faire croire qu'il avait un cheval. Et en fait, c'est bouleversant, c'est autre chose complètement. Barrault, lui, il essayait de montrer son savoir-faire, mais au fond, on s'en fout. Et tandis que le pauvre type qui essaye désespérément de nous faire croire qu'il y a eu un cheval, même en allant ramasser du crottin qui n'existe pas après, c'est un projet poétique absolument magnifique. Et il a fait ça, c'est très beau cette histoire-là, je trouve, du cheval, de suggérer. Mais ce qu'il voulait Tati aussi, c'est montrer des gens qui ne sont pas les plus malins aussi. C'est-à-dire à la différence de Chaplin. Par exemple, je pense à un gag. Il y a un gag formidable, c'est dans Les Vacances de Monsieur Hulot. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a un moment donné, il y a une voiture qui va dans un cimetière et qui tombe en panne dans le cimetière. Il y a une crevaison. Et Tati, donc on démonte la chambre à air. Et puis, comme il a plu, il y a des feuilles et il y a un type qui regonfle sa chambre à air. La chambre à air roule dans les feuilles et Tati la prend pour une couronne mortuaire. Et pour faire plaisir aux gens qui sont à l'enterrement d'à côté, il va l'accrocher pour dire oh, ça fera une de plus comme ça. Puis après, elle se dégonfle. Et il me disait, si c'était Chaplin qui avait fait le gag, c'est lui qui aurait collé les feuilles. C'est-à-dire que c'est lui, malin, qui aurait organisé le fait de piéger les gens qui étaient dans le cimetière. Tandis que Tati, lui, il ne fait pas exprès, au fond. Il ne fait pas exprès. Il est dépassé. Il agit pour bien faire, mais au fond, il ne maîtrise pas la situation. Il est dépassé par la marche du monde. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est de montrer des gens dépassés, en perdition, qui ne savent pas comment se raccrocher. Mais je ne sais pas si vous saisissez que pour en arriver là, au fond, ce sont que des rencontres, en fait, qui m'ont permis d'avancer, comme ça. Et des rencontres
dû au hasard. Vous direz, bon, si vous rencontrez Jacques Tati, tant mieux pour vous. Mais c'est comme ça que se construit, je crois, la vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui se découragent, c'est-à-dire qui baissent les bras alors qu'ils ont généralement beaucoup de possibilités et aussi celles, très souvent, d'emprunter des voies qui sont hors du commun ou des voies artistiques et qui finalement ne le font pas parce qu'ils ne croient pas assez en eux-mêmes. Et en fait, on sait bien que la vie n'est pas facile et qu'il faut prendre des points d'appui. Et même si les points d'appui ne sont pas spécialement intéressants ou peuvent être considérés comme minables, comme moi, les chaînes haute fidélité, les trucs, tout ça, la passion pour ça, au fond, c'est ce qui me permettait d'avoir la tête hors de l'eau et d'être à l'affût pour saisir la première occasion de rencontrer quelqu'un. Et au fond, il faut, je dirais presque à tout âge, on soit à l'affût des choses. Et c'est ça qui vous donne des forces. Moi, au fond, si j'écoutais pas de temps en temps Nelson Frère jouer du Chopin, j'irais moins bien. Là, je me porte bien parce que j'ai entendu Daniel Cordier hier, que j'ai rencontré, qu'on a parlé, que je vais lui offrir un bouquin d'Irène Nemirovsky parce que apparemment il ne connaît pas, et qu'avant-hier j'ai assisté à l'Opéra de Paris à la Maison des Morts de Janacek dans la mise en scène de Chéreau. Et c'était absolument bouleversant parce qu'il y avait toute l'équipe de Chéreau qui était là autour du spectacle, mais sans Chéreau. Et toutes les forces qui convergeaient pour retrouver l'esprit de cette mise en scène. Et c'était quelque chose de tout à fait attachant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut saisir sa chance dans la vie et il faut pas écouter ceux qui vous disent que il faut être forcément médecin parce que votre père l'a fait, ou dans l'armée, ou technicien parce que vous n'êtes bon qu'à ça, et tout ça. Je pense qu'il faut oser finalement faire son bonheur, parce qu'il y a trop de gens qui acceptent, qui sont résignés et qui font quelquefois des métiers qu'ils aiment plus ou moins, au fond. Pour moi, c'est quelque chose de très douloureux de sentir que finalement, ils ont baissé les bras, ils ont accepté, alors que c'est hallucinant les richesses qu'on découvre quand on rencontre des gens qui veulent être comédiens, qui se proposent, qui ne savent pas pourquoi, mais d'être à l'affût, comme ça, des trésors qu'ils ont en eux. C'est ce que j'appelle quelquefois des aveux. Quand je les fais travailler comme ça, je leur tends des perches, et puis j'attends, ou je change les choses. Et puis tout d'un coup, il arrive un miracle. Parce qu'il est à côté de telle ou telle personne, parce que tout d'un coup, il se met à fredonner telle musique. Finalement, il est dans sa musique, il est dans son temps, dans un temps qui est juste, et que tout d'un coup, l'instrument est accordé. Alors, pourquoi Yolande Moreau, elle me faisait penser, en traversant l'endroit, que tous les hommes l'avaient abandonnée. Je n'ai pas été la voir pour lui demander si c'était vrai. Et d'ailleurs, c'est pas vrai. Mais c'est des secrets, ça. Pourquoi les gens expriment si fortement ceci ou cela? Il y a probablement des raisons intérieures ou des secrets, mais
En tout cas, ce qui est très beau, c'est de travailler avec ces trésors. Moi, c'est ce que je fais quand je travaille au théâtre. C'est-à-dire, j'ai une idée générale, un projet de spectacle qui est plein d'images ou de choses rêvées. Puis je me dis, mais avec quoi on va le raconter maintenant? Parce qu'on va le raconter, il faudrait le raconter ici et maintenant avec ce qu'on a. Alors au fond, le travail qu'on fait avec les acteurs, c'est qu'on essaye de faire un écho au rêve que j'ai raconté, qui est d'une autre réalité, qui est une réalité décalée. Et on se trouve en face de petits trésors comme ça, qui nous arrivent, quelquefois qui font 20 secondes. Un regard, quelqu'un qui tombe ou qui fait un geste hallucinant ou qui se trouve à côté de quelqu'un. Et on se dit, ah, ça, c'est dans le spectacle. Ça, on sent qu'il y a un écho comme ça. Et puis, on fait la collecte au fil des semaines de tous ces petits moments. Et puis, il y a un moment donné où il faut faire de la couture ou du montage avec tout ça pour qu'il y ait une écriture, une musique, et que ça nous raconte ce qu'on veut dans l'économie de moyens dont je parlais, avec des rires, des larmes, des silences, des sons, et que tout ça fasse une musique qui, même si on rit ou si on doit être ému, tout ça soit léger, et une légèreté, une précision dans la forme. C'est-à-dire que le sport en question, si c'est de travailler aussi avec des maladresses, avec des hésitations, avec des difficultés de tous ordres, de les mettre, de les intégrer à une musique légère. Et de faire qu'ainsi, même si le spectacle vous montre des gens en difficulté, des choses graves, il le fasse avec cette légèreté, ce que j'appelle la belle humeur. Hein, et le bonheur que peuvent transmettre les artistes quand ils ont intégré le spectacle. Parce que il y a un moment tout à fait incroyable que je vais vous raconter, c'est quand on a fait ce montage, un peu ce bout à bout. Là, je dois dire que quelquefois, je torture les acteurs parce que je dis, si on faisait A, C, B, E, M, F, enfin, j'inverse tous les... Et puis, ou plutôt le contraire, et on essaye un tas de choses jusqu'à ce qu'on trouve la belle musique. Il y a un moment donné où on sent que le spectacle est une planète en lui-même, qu'il a ses propres règles. Et c'est lui qui, tout d'un coup, dicte la loi. Et comme si, comme une écrémeuse, comme si voilà, il rejetait tel temps, et on se dit, ah, pour que ça soit mieux, il faut couper un tout petit peu plus ce temps-là, et petit à petit, tout ça. Et tout d'un coup, il y a un bonheur qui gagne, parce qu'on ressent intérieurement cette musicalité, ce beau passage du temps, et il arrive que plus qu'on ne le joue, le spectacle, même si ce mot de jouer est magnifique, on le danse, en fait, presque. On est pris dans une sorte de tourbillon qui nous appartient et qu'on partage avec une ferveur incroyable au public, parce que comment dire, il n'y a rien de plus terrible que
que de voir sur scène des gens qui s'ennuient, qui font leur métier un peu fatigués, sans flamme, qui sont tristes parce qu'ils sont dans une tournée, que ça les embête et tout ça. Donc, je dirais que le travail du metteur en scène, c'est tout autant que la mise au point du spectacle, c'est d'entretenir cette flamme et de la faire monter, de faire monter le désir, de faire que les acteurs, les artistes n'en puissent plus, voilà, qu'ils crèvent d'envie de jouer et de partager leur bonheur avec le public. Et le public le sent immédiatement. Moi, c'est une chose terrible parce que je rentre dans une salle de spectacle, je mets 1 ou 2 minutes et je sais, et je sens tout ça. Parce qu'il n'y a rien de plus... C'est un endroit où on peut s'ennuyer terriblement, le théâtre. Terriblement. Et c'est aussi pour ça que c'est passionnant, pour faire le contraire. Voilà, je vois la pendule qui se finit. Voilà, je voulais... Je ne sais pas si on parle que du théâtre quand on parle comme ça. Finalement, on parle aussi du chemin qu'on doit trouver dans la vie, les uns et les autres. Il y a des gens qui rayonnent de bonheur en faisant du bon pain. Et ils ont bien raison. Mais c'est un bonheur très, très particulier. Il y a le bonheur des lieux aussi, que sont les théâtres. Des salles vides, quelquefois extraordinaires, dans lesquelles on aime à se promener dans la journée. Moi, j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre pour l'Opéra Comique, qui est une des plus belles salles du monde, à Paris, que j'ai eu la chance de diriger pendant 10 ans. Mais ça s'est fait comme un hasard, en fait. Tout à fait incroyable. J'appelais, pour une toute autre raison, quelqu'un qui était au cabinet du ministre de la Culture et de l'époque, et je lui passe un coup de fil, et il me dit, écoutez, vous me dérangez, pardon, je n'ai pas le temps, mais je lui dis, Jérôme Deschamps, je n'ai pas du tout le temps de vous répondre. Si vous saviez les dossiers que j'ai sur mon bureau, alors là, je ne peux pas. Je vous en prie, rappelez-moi dans 15 jours. Je le rappelle 15 jours après, il me dit, écoutez, vous ne tombez pas bien, parce que si vous saviez, alors, si vous étiez dans mon bureau, je ne sais pas, non mais si vous y étiez, alors là, vous verriez, alors là, il y a un nombre de dossiers d'une urgence. Ah bon, non, rappelez-moi dans 3 semaines. Je le rappelle. Il me dit, écoutez, je ne peux rien faire pour vous, mais si vous étiez à ma place, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai devant moi dans mon bureau. C'est absolument considérable. Alors, au bout d'un moment, je lui dis, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que vous avez avec votre bureau, je ne sais pas ce que vous voulez me dire. Si vous voulez qu'on se voit, on peut se voir. Hein, moi, j'habite pas. Et il me dit, bah, justement, je voulais qu'on se voit. Et ben, je lui ai dit, il fallait me le dire. J'arrive là-bas. Et en fin de matinée, le type me dit, oh, je suis désolé. Hein. Oh, je vous demande pardon, je suis confus. Hein. Ah, je suis... Oh. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, bah, ça fait depuis ce matin que je regarde dans mes dossiers et je cherchais un théâtre pour vous à Paris. Bah, je lui dis, c'est pas grave, et j'en ai pas trouvé, il me dit. Et bien, je lui dis, c'est pas grave, je vous ai jamais rien demandé. Et en plus, j'ai jamais cherché. En plus, je cherchais pas du tout de théâtre, je n'ai jamais rien demandé. Donc, tout va bien. Et bien, il me dit oui. C'est vrai, tout va bien. Mais je suis désolé quand même. Je dis, vous n'avez pas à être désolé, tout va bien. Ben, écoutez, je dis, vous n'avez rien d'autre à me dire? Il me dit non. Et bien, je lui dis, c'est bien. Et bien, je vous souhaite une bonne journée. Et là, je reprends mon imperméable, mais il me dit, il y a bien l'Opéra Comique. Et là, je me retourne. Je dis, l'Opéra Comique? Il me dit, mais pourquoi vous trouvez ça intéressant? Je lui dis, mais comment vous êtes bien le conseiller du ministre de la Culture qui s'occupe du théâtre et vous me demandez si l'Opéra Comique, c'est intéressant? Je dis, j'en reviens pas. Il me dit, ne bougez pas.
je vais vous présenter quelqu'un. Un type arrive et il me dit, ah, je vous présente Monsieur Deschamps. Et je lui parlais de l'opéra comique. Et le type se retourne vers moi et me dit, pourquoi vous trouvez ça intéressant? Ah ben, j'ai dit non. Il dit, c'est une épidémie. Je dis, vous êtes conseiller à la musique, l'autre il est conseiller au théâtre, vous vous demandez. Il me dit, non, arrêtez de plaisanter, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je dis, écoutez, il me semble que c'est un théâtre qui n'a pas une histoire à la hauteur de son passé. Oh, le type me dit, mais c'est magnifique. Ah ben, je dis, mais comment c'est magnifique? Je dis, j'enfonce une porte ouverte. Il me dit, est-ce que vous pourriez me l'écrire? Ah ben, je dis, si ça vous rend service. Enfin, je dis, j'ai vraiment l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Hein. Il me dit, ne bougez pas. Je vais vous passer quelqu'un. Il décroche son téléphone. Et je suis reçu par la présidente de l'Opéra Comique à l'époque, qui me dit, je voudrais vous voir cet après-midi, séance tenante. Bon. Et elle me dit, qu'est-ce que vous pensez de l'Opéra Comique? Là, j'improvise pendant un quart d'heure sur la beauté des théâtres, des établissements publics, des couturières, des services, de ce qu'il faut faire, de l'excellence artistique, de l'amour de la musique, de l'acoustique, de tout ça. Bon. Et ben, elle me dit, je vous remercie. Vos enfants vont bien? Oui, merci. Elle m'a dit, je vous laisse parce que là, j'ai une réunion au ministère de la Culture. J'ai dit, écoutez, à bientôt. Et le soir même, elle me rappelle, elle me dit, vous avez été choisi pour faire un dossier pour l'Opéra Comique. Je dis, mais j'ai jamais demandé ça, moi, je vous ai parlé comme ça. Et puis, je me suis dit, après tout, c'est magnifique. On voit cette maison qui est complètement loin de son répertoire, parce que aussi, il faut dire que mon prédécesseur n'avait pas les moyens de la faire vivre en engageant suffisamment d'artistes, de musiciens. Et j'ai dit, on va faire renaître cette belle au bois dormant, délicieuse, charmante, et en fait, j'ai rien eu à faire. J'ai eu qu'à décrocher mon téléphone, appeler les plus grands chefs d'orchestre du monde entier, pour leur dire, venez à l'Opéra Comique. Ils sautaient de joie parce qu'ils savaient que c'était une des plus belles salles, une des plus belles acoustiques. Et puis au fond, ils adoraient ce répertoire. Et voilà comment ça s'est passé. En fait, c'était très simple. C'était juste, bon, il a bien fait de dire « et l'Opéra Comique », mais il fallait juste saisir cette chance. Voilà, alors je ne sais pas si ça sert à grand-chose que je vous raconte toutes ces histoires, mais au moins que ça serve à ceux qui le peuvent, que ça serve à saisir sa chance, voilà, quand elle se présente. Voilà, je vous remercie.